Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau mardi de l'espace des sciences. Alors pour une fois, on a eu envie de parler des choses qui ne marchent pas. Ben oui, c'est bien aussi de dire que quelquefois, les scientifiques, ils ont plein d'imagination et puis que dans l'application, parfois, c'est pas ça. Donc, c'est pour cela qu'on a invité ce soir Nicolas Chevassus-Aulouis, parce que j'avais repéré ce livre, dont le titre me plaisait évidemment très bien, Un iceberg dans mon whisky, quand la technologie dérape, paru aux éditions du Seuil dans la collection Sciences ouvertes. Nous avons déjà eu le plaisir de rencontrer votre père qui est venu ici nous faire une conférence lui aussi. Alors je vous demandais tout à l'heure, Nicolas Chevassus-Aulouis, si vous aviez fait d'abord un doctorat en biologie pour faire plaisir à votre père. Puis après, des études d'histoire pour vous faire plaisir à vous, parce que je crois que c'est une vraie passion, et puis que vous êtes devenu journaliste scientifique, comme ça, à la suite. C'est ça un peu l'itinéraire de Nicolas Chevassus-Aulouis ? Voilà, très bien, très bon résumé. Alors, vous travaillez pour pas mal de magazines, entre autres beaucoup pour La Recherche, mais aussi pour Mediapart, pour Libé, et pour d'autres magazines encore ? Non. Non, c'est oui et non. Ça fait déjà pas mal. Voilà. Et puis vous avez écrit plusieurs livres avant celui-ci, entre autres un qui s'intitule Briseur de machines, qui est paru en 2006. Hein, c'est le plus récent avant celui-ci, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Il y avait eu avant Les Savants sous l'occupation. Oui. En 2004. Et Les Briseurs de machines en 2006, si j'ai bien compris, c'était... vous reveniez aussi en tant qu'historien sur des événements qui se sont déroulés au XVIIIe siècle. À partir de la fin du XVIIIe. Oui. Fin XVIIIe jusqu'à nos jours, puisque vous arriviez à José Bové et aux faucheurs d'OGM. Et tout ça pour montrer justement que les gens qui s'opposaient à des... Alors, est-ce qu'on peut dire au progrès ? Je crois que c'est justement pas c'est la thèse contraire que vous défendez. Des gens qui se levaient contre certaines pratiques scientifiques qui leur faisaient peur. C'était de la peur qui les... De la peur ou de la défense de leurs intérêts bien compris. Et puis, vous me disiez aussi d'une sorte de goût pour un art de vivre qui risquait d'être bousculé peut-être par toutes ces choses. C'est ce que défendaient les artisans de la filature, du tissage, qui défendaient face à la mécanisation du textile, en particulier dans l'Angleterre du début du 19e siècle. C'est le début de la révolution industrielle, c'est le début des manufactures où l'on produit en série des pièces de tissu. Les briseurs de machines qui vont incendier, détruire les premières fileuses mécaniques, les premières tisseuses mécaniques, se battent aussi pour une certaine conception du travail bien fait, de l'ouvrage bien fait, de toutes les valeurs qu'exprime l'artisanat par opposition à la production industrielle. Et il ne faut pas penser ça en termes de progrès ou pas de progrès. Ce sont des valeurs différentes. Ce que je vais essayer de raconter ce soir sous une autre forme également. Oui, c'est ça. Vous disiez en fait que ce livre, c'est un peu la continuité de l'autre, en quelque sorte. Hein. Alors là, vous dans l'avant-propos, par exemple, vous comparez les bulles technologiques qui vont un peu exploser, là, quand même, celles dont vous allez nous parler, en tout cas, aux bulles spéculatives. C'est osé, non ? Bon, c'est les mêmes. On peut parler de souffler, si on préfère les soufflets plutôt que les bulles. Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, et puis d'un seul coup, piouf, ça s'effondre d'un coup. Et donc, ce que j'ai étudié dans ce livre, ce que j'ai présenté ce soir, c'est une sorte d'anthologie de ces technologies qui incarnaient l'avenir évident pour tout le monde à une époque, et puis qui disparaissent soudainement et qui s'effondrent. En quelques années, les plus âgés, peut-être dans la salle, se souviennent de l'aérotrain ou des protéines de pétrole, les beefsteaks de pétrole ou des nodules polymétalliques. Ça donne envie. Voilà, tout ça, peut-être certains se souviennent d'avoir vu ça à la télé, dans la presse à une époque, et puis ça a disparu. Pourquoi est-ce que ça a disparu ? C'est
questions qui m'intéressaient dans ce livre. Et ce que vous me disiez aussi, Nicolas, c'est qu'en fait, vous vous êtes cantonné à des exemples qui ont vu le jour après la dernière guerre mondiale jusqu'aux années 80. Dans les années 80, mais que vous auriez pu commencer beaucoup plus en avant et qu'il y avait encore beaucoup d'autres choses que vous auriez pu raconter. Vous dites d'ailleurs, vous dites à un moment tout ce que vous n'allez pas rappeler, et vous énumérez par exemple le président américain Richard Nixon qui en 1971 prétendait éliminer le cancer en moins de 20 ans. Tous les voyages sur Mars, les stations solaires orbitales ou les villes sous-marines dont on a tous entendu parler. Voilà, vous avez été obligé de faire un choix. Et je crois que le choix n'était pas si facile que ça, finalement, parce qu'il y avait beaucoup d'exemples, c'est ça ? Oui, il y avait beaucoup d'exemples. L'idée de la sélection, c'était de faire appel à des technologies variées, aussi bien des technologies du transport que de l'énergie, que de l'alimentation. Vous voyez, ne pas se focaliser sur un domaine en particulier. Pour aussi, dans l'idée d'illustrer quelque chose, une idée que j'aime bien, qu'on pourrait appeler de la rétro-prospective. La prospective, c'est aujourd'hui essayer d'anticiper de quoi demain sera fait. La rétro-prospective, c'est de se demander comment autrefois on imaginait que demain serait fait. Et c'est très amusant parce que, pour le coup, c'est une science expérimentale. On peut comparer à ce qui s'est réellement passé depuis. Donc, c'est toujours très intéressant. Je parlerai un petit peu ce soir de cette idée de la rétro-prospective. Voilà, nous, on a intitulé votre conférence « Du rêve à la réalité quand la technologie dérape ». Je vous renvoie aussi à ce livre, parce qu'il n'aura pas le temps de tout nous raconter, Nicolas Chavassier-Louis, « Un iceberg dans mon whisky », un livre que vous pourrez retrouver là-haut si vous avez envie de vous le faire dédicacer après la conférence grâce à la librairie Le Fayère. Je vous précise aussi que cette conférence-ci est enregistrée, puisque vous nous avez autorisé à le faire, enregistrée en vidéo. Donc, merci à Gwen, Vincent et Jackie d'être là ce soir. Et cette conférence sera sur le site de l'Espace des Sciences dans 1 ou 2 semaines. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Ah oui, je voulais vous dire aussi qu'au 3e étage de la bibliothèque de Rennes Métropole, l'étage des sciences et techniques, vous trouvez une table avec, bien sûr, le livre de Nicolas Chavassier-Louis, mais comme vous êtes nombreux à vouloir le lire, vous ne pourrez pas tous l'emprunter, hein, donc il faut absolument en acheter. J'ai pas d'intérêt économique, hein, je précise. Moi, oui. Et ce qui est marrant, ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que vous me dites, mais c'est incroyable le nombre de gens qui m'ont demandé de venir faire des conférences, mais pas seulement en France, hein, sur ce thème-là. Alors, donc, dans les livres que nous propose la bibliothèque, qu'on vous propose d'emprunter à la bibliothèque, il y a celui de Lucien Sfez, Technique et idéologie, un enjeu de pouvoir, encore aux éditions du Seuil. Vous ne le connaissez pas, celui-là, donc on n'en dira pas plus. Et par contre, vous me disiez que celui-ci, Repenser la technique vers une technologie démocratique, aux éditions La Découverte, est un livre... C'est pas, c'est pas extrêmement grand public. Hein. C'est un livre un petit peu ardu, mais si on veut se pencher sur les questions de philosophie de la technique, c'est très bon, oui. Oui, c'est ardu. Pour sociologue américain. Pour quelqu'un qui n'est pas scientifique, je tiens à le préciser, hein, vous êtes beaucoup plus fort que moi, je le sais. Voilà, donc il y avait aussi 1 ou 2 autres livres, mais on devait regarder sur Internet, on a oublié 1 ou 2 autres livres que vous trouviez intéressants. On en reparlera peut-être à la fin de la conférence, hein, vous trouviez intéressant à signaler pour le public. Mais bon, là, on a envie de vous entendre, vous, puisque vous êtes notre invité ce soir, et je pense que nous allons tous passer une excellente soirée en découvrant des choses. Alors, je discutais tout à l'heure avec Vincent, qui est un jeune technicien qui est à la régie. Et lui, il me dit, quoi, transporter un iceberg, c'est une plaisanterie, ça. Et moi, je dis, non, ça a vraiment existé. Et il va le découvrir ce soir. Bonne soirée à tous. Donc, ce que je voulais vous raconter ce soir est né de mon goût pour les vieilles revues.
dont vous voyez ici un exemple, Sciences et Vie de 1953, et j'ai passé pas mal de temps en bibliothèque à feuilleter et à lire des collections entières de ces revues ou d'autres, Atomes, Sciences et Avenir, La Nature, Progrès et Découverte, de revues dites de vulgarisation scientifique. Et ce qui me passionnait dans ces vieilles revues, c'est le mélange, la conjonction sur une même couverture de choses extraordinairement visionnaires et de choses qui rétrospectivement paraissent complètement à côté de la plaque. On peut voir ainsi sur ce numéro de Sciences et Vie les deux titres de une, le pilote d'avion sans quitter le sol, eh bien, parfaitement visionnaire. 50 ans avant, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un drone, qui est une technologie tout à fait fonctionnelle et efficace. Mais en même temps, ces porcelets ne connaîtront plus d'autre mère que cette machine. On ne peut pas dire qu'elle ait rencontré un grand succès dans l'histoire, et même paraît aujourd'hui tout à fait saugrenue, cette idée de vouloir alimenter les porcelets uniquement par une machine. Donc, j'ai conçu ce bouquin en lisant systématiquement ces collections de revues anciennes, avec toujours cette idée, je disais un mot tout à l'heure avec Maëd, de rétroprospective, de voir comment on en imaginait autrefois que l'avenir serait fait. L'idée la plus importante, je trouve, sur laquelle je vais revenir ce soir, qui se dégage de cette plongée dans le passé, dans la rétroprospective, c'est que contrairement à l'aphorisme et contrairement au proverbe, oui, on peut arrêter le progrès. Alors évidemment, j'ai mis progrès entre guillemets parce qu'il faudrait s'entendre, mais disons, il y a des choses qui manifestement à une époque passaient pour le progrès, qui ont disparu corps et bien. Donc ça, je voudrais d'abord établir cette idée, après discuter pourquoi, mais que oui, on peut bel et bien arrêter le progrès. Alors, en voici quelques exemples tirés de domaines variés. Alors, là, ce que vous voyez à l'écran est un prototype des usines Ford, constructeur américain Ford. Il s'agit de la Ford Nucléon, 1958, qui est une voiture à propulsion nucléaire. Donc, vous pouvez voir à l'arrière, il doit y avoir un pointeur sur cet engin, peut-être au milieu, absolument. Vous voyez là un petit réacteur à fission nucléaire qui conférait à cet engin 9000 km d'autonomie, donc sans faire le plein, extrêmement intéressant. Véhicule à propulsion nucléaire, donc voiture à propulsion nucléaire, qui n'était qu'un des aspects de la conviction générale propre aux années 50 que l'avenir des déplacements sur ciel, sous mer, sur terre, sur rail, que l'on veuille, était à l'énergie nucléaire. C'est une époque où l'on travaille sur des locomotives à propulsion nucléaire, des avions à propulsion nucléaire. Vous voyez ici un avion de l'armée américaine et vous remarquerez sur l'empennage le signe de la radioactivité. Donc, pour être exact, cet avion n'était pas lui-même à propulsion nucléaire, il était à propulsion classique, mais il embarquait un réacteur nucléaire, un petit réacteur nucléaire, pour des travaux préliminaires sur la manière de protéger l'équipage des radiations. Mais donc, le signe sur l'empennage, quand même, indique que cet engin embarquait en vol un réacteur nucléaire. J'ai vu dans le programme de l'espace des sciences que vous aviez eu une conférence sur Tintin et les sciences. Les tintanophiles savent bien que la fusée du professeur Tournesol est une fusée à propulsion nucléaire, celle qui permet d'aller sur la Lune dans les deux volets des aventures de Tintin. Là encore, Hergé ne faisait que reprendre une idée tout à fait courante à son époque, que l'avenir de l'aéronautique, des fusées comme des avions, était à la propulsion nucléaire. Un autre exemple alors oui, donc pour en finir avec la propulsion nucléaire, résultat des courses entre guillemets, les seuls engins à propulsion nucléaire existants à ce jour sont des sous-marins militaires et quelques brise-glaces. C'est tout. Il n'y a pas d'avion à propulsion nucléaire, il n'y a jamais eu de fusée à propulsion nucléaire, encore moins de voiture à propulsion nucléaire, ni de locomotive à propulsion nucléaire. Donc, voilà quelque chose qui passait à l'évidence pour le progrès dans les années 50 et 60 et qui a disparu corps et bien et qui paraît même extrêmement singulier aujourd'hui.
Autre exemple de ces technologies qui passaient pour le progrès, l'avenir et qui ont disparu encore et bien, l'aérotrain. Qu'est-ce que c'est qu'un aérotrain? On en voit ici différentes maquettes avec là l'ingénieur Jean Bertin qui était le concepteur de cet engin. Donc l'aérotrain, Jean Bertin avait commencé sa carrière dans l'aéronautique. C'est un des concepteurs de la Caravelle, les premiers avions de ligne français. Donc un aérotrain, c'est comme un avion sans aile en quelque sorte, donc avec un fuselage comme ça très effilé et qui repose sur un rail, un monorail de béton, sur un petit coussin d'air, donc qui ne frotte pas directement contre le rail, il repose sur un coussin d'air en surpression et il est propulsé, suivant les versions, soit par une hélice, soit par un turboréacteur. On verra tout ça. Donc engin dont nous voyons ici les maquettes, qui bénéficiait du soutien de l'appareil d'État au plus haut niveau. Nous voyons ici le président Pompidou admirant la maquette. Et engin qui ne se limite pas au stade de la maquette, puisqu'il y a des essais en ligne réelle qui sont faits, et qui bat les records de vitesse sur rail à l'époque, jusqu'à arriver à une ligne d'essai. Donc là, vous avez le modèle avec un turboréacteur et non plus avec une hélice à l'arrière, jusqu'à battre les records de vitesse et à promettre d'être l'avenir du transport ferroviaire. L'aérotrain donc avait plus de multiples avantages potentiels. Une des raisons de cette photo, donc cette ligne d'essai qui traverse le Perche, elle est pas loin d'Orléans, existe toujours, elle sur une trentaine de kilomètres. Et un des grands avantages que mettaient en avant les inventeurs de l'aérotrain était le fait qu'on peut le mettre sur des pilotis comme ça, ce qui limite considérablement l'emprise au sol. Donc d'où la moissonneuse-batteuse en dessous qui pouvait passer en dessous, alors que lorsque l'on construit une ligne ferroviaire, il faut évidemment avoir une emprise au sol, et par ailleurs les procédures sont beaucoup plus longues d'expulsion, de maîtrise du foncier, alors qu'avec l'aérotrain, vous n'avez qu'un pilier tous les 50 mètres. Donc voilà un mode de transport sûr, extrêmement rapide, qui avait montré toutes ses capacités, puisque la ligne d'essai a fonctionné jusqu'en 1973. Je reviendrai dans une seconde partie de cet exposé sur les raisons de la disparition de l'aérotrain. Mais vous avez quelque chose qui passait pour l'avenir et qui a sombré corps et bien. Plus curieux encore, peut-être cette idée de protéines de pétrole, de beefsteak de pétrole, propre, également à la fin des années 60, dans une période d'abondance de ressources pétrolières, j'y reviendrai, apparaît l'idée chez les chimistes de la firme BP, British Petroleum, les chimistes français, c'est une histoire qui se déroule dans les laboratoires de BP sur l'étang de Berre, dans le sud de près de Marseille, d'utiliser les hydrocarbures comme substrat de fermentation, de la matière qu'on utilise le lait comme substrat de fermentation pour faire des fromages. On pourrait utiliser, il y a des levures, différents types de micro-organismes qui peuvent dégrader les hydrocarbures et produire des protéines, lesquelles protéines peuvent faire une excellente farine, peuvent être reconstituées sous forme de caviar, de viande, de tout ce que l'on voudra. Idée qui ne se contente pas de rester une idée, mais qui est mise en œuvre dans une raffinerie à l'Aréval, sur l'étang de Berre. Dans les années 70, pour des raisons techniques, je n'ai pas pu vous présenter un petit extrait des actualités de l'ORTF de 1969, mais on peut y voir le boulanger de Martigues qui, avec un accent digne de Marcel Pagnol, se targue d'avoir pour spécialité la galette au pétrole, avec une farine de pétrole, et c'est le comble du modernisme, le comble du progrès que de vendre ces galettes de pétrole dont ce petit boulanger est extrêmement fier. Il va sans dire qu'il ne reste plus grand-chose de ce projet phénoménal de manger le pétrole sous une forme ou une autre. Alors, donc, il me semble avoir établi, à travers l'exemple de la propulsion nucléaire sous toutes ses formes, à travers l'exemple de l'aérotrain, à travers l'exemple des protéines de pétrole, que des technologies vouées
à l'avenir le plus radieux, qui n'étaient pas restés, comment dire, des rêves d'ingénieurs ou qui ont dépassé le stade de la planche à dessin, mais qui ont vraiment été mis en œuvre, mis en pratique, comme je vous l'ai raconté. On a mangé des galettes de pétrole en France dans les 70, l'aérotrain fonctionnait. Il nous faut nous demander maintenant pourquoi est-ce qu'on peut arrêter le progrès, comment, quelles sont les causes, pour quelles raisons certaines technologies qui fonctionnent disparaissent, encore et bien. Alors, la raison la plus simple, c'est que les technologies échouent pour des raisons technologiques. Ça, c'est ce qui paraît le plus simple. C'est une idée que l'on peut illustrer avec l'exemple de l'utilisation de bombes thermonucléaires pour l'excavation dans les grands travaux de type de travaux publics. Idée, là encore, propre aux années 60. D'utiliser, voilà, selon cet extrait de Science et Avenir de 1962, je crois, la bombe atomique pour faire des grands travaux. Donc, creuser des canaux, des chemins de fer, des tunnels, enfin, des grands travaux de génie public. Qui, là encore, comme toutes les histoires que je raconte dans ce livre, dépassent le stade du projet et mise en œuvre. Il y a aux États-Unis, donc les États-Unis et l'URSS sont les deux seuls pays à avoir pratiqué la chose, mais ont chacun fait pas loin de 200 tirs à ciel ouvert, d'essais de bombes thermonucléaires pour des grands travaux. Il y a encore au Kazakhstan un lac qui a été creusé à coups de bombes thermonucléaires par les soviétiques dans les 70, et les Américains, le président Johnson signe en 1964, je crois juste après son accession au pouvoir, un texte de loi pour le percement d'un second canal de Panama, donc qui relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, et qui s'avérait vite embouteillé pour la circulation des navires, pour doubler le canal de Panama, creuser un second canal de Panama à coup d'explosion thermonucléaire, calculant que il serait ainsi possible de réaliser les travaux en quelques semaines, là où les méthodes habituelles de travaux publics auraient nécessité plusieurs années. On n'ignorait pas l'existence de la radioactivité, mais l'on calculait les bombes thermonucléaires ayant, pour des raisons techniques, je vous fais grâce, une radioactivité qui retombe plus vite que les bombes nucléaires du type de celles qui ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki, qu'au bout de 4 ou 5 ans, la radioactivité serait retombée à des niveaux acceptables et que l'un dans l'autre, il était beaucoup plus économique de creuser un second canal de Panama à coups de bombes thermonucléaires plutôt qu'avec les moyens habituels des artificiers et du travaux public. Sauf que l'affaire se révèle bien plus compliquée que cela. C'est pour ça que je parle d'une technologie qui échoue pour des raisons technologiques, et bien plus compliquée que ça, parce qu'en fait, tant les soviétiques que les Américains en arrivent à la conclusion, après avoir mené leurs essais, qu'il est extrêmement difficile de maîtriser à l'avance l'excavation, le déplacement que produira une bombe. En fait, on ne peut pas, par exemple, pour creuser un second canal de Panama, il convient que les trous soient alignés les uns après les autres. Bon, le canal de Panama avait toutes les chances de ressembler à un zigzag épouvantable, puisqu'on ne maîtrisait pas, pour des raisons de géologie, on ne maîtrisait pas la manière dont les roches avaient été déplacées. Et là encore, en dépit de 200 tirs, tant chez les Américains que chez les Soviétiques, il n'y avait pas moyen d'arriver à maîtriser correctement les conséquences de l'explosion thermonucléaire. Donc voilà une technologie qui échoue pour des raisons technologiques. Tout cela est assez simple et tout à fait presque intuitif, disons, on s'y attendait. Dans le livre, j'ai surtout essayé de développer des histoires de technologies qui échouent pour des raisons non technologiques, que je trouve beaucoup plus intéressantes, et en particulier des raisons politiques ou économiques. Alors, une de ces technologies est celle qui donne son titre au livre, un iceberg dans le whisky. Pourquoi un iceberg? Pourquoi un whisky? Qu'est-ce que cette histoire? Cette histoire, eh bien, voici un prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Al Faisal, qui s'apprête
à se faire servir une boisson apéritive rafraîchie à l'aide d'un morceau d'iceberg qu'il a fait venir personnellement d'Alaska. Et pourquoi ce prince saoudien buvait-il du punch ou du whisky avec de l'iceberg dedans pour le refroidir? Eh bien parce qu'il était le grand promoteur de cette technologie phare des années 70 qui consiste à remorquer des icebergs depuis l'Antarctique jusqu'aux zones arides de Californie, de la péninsule arabique, de l'ouest du continent sud-américain, pour fournir de l'eau douce. Technologie qui donc est étudiée de la manière la plus sérieuse qui soit. Vous avez ici les actes d'un colloque international tenu en 1978 consacré à cette question, dont j'ai extrait quelques figures qui réfléchissaient aux moyens de faire avancer un iceberg. Donc on songeait à l'équiper de roues à aubes, ou bien à générer de l'énergie sur l'iceberg lui-même en utilisant la chaleur, la fonte de l'eau, les différentes températures. Bref, cette histoire est développée extrêmement sérieusement, n'atteint pas, précisons-le, le stade de l'essai. Il n'a jamais été tenté de remorquer un iceberg, mais en tout cas, la chose a été abondamment réfléchie avant de disparaître. J'y reviendrai un peu plus tard, principalement pour à la fois des raisons technologiques. Il était difficile d'envelopper l'iceberg et là encore, pour faire une référence à la bande dessinée, il y a une série qui s'appelle Les 4 races, une bande dessinée un peu enfantine, qui est rigolote, qui parle de cette histoire d'iceberg, et à l'arrivée, l'iceberg remorqué, en fait, n'est plus qu'un glaçon. Donc après avoir fait 5000 km, il a fondu, et on arrive avec un petit glaçon, après avoir traversé les kilomètres et les kilomètres de mer. Mais également, donc, l'échec de l'histoire du remorquage des icebergs tient aussi à des questions économiques sur lesquelles on va revenir, à propos de l'aérotrain, des questions économiques qui sont le coût énergétique du transport. Alors, ces questions économiques, je voudrais les reprendre à propos de l'histoire de l'aérotrain. Cet aérotrain que je vous montrais tout à l'heure, traversant la Perche à grande vitesse, à plus de 400 km/h, et dont il ne reste aujourd'hui que ceci. D'ailleurs bien malheureux, puisque le seul prototype qui restait a été victime d'un incendie, sur la nature de laquelle d'ailleurs la lumière n'a jamais été vraiment faite, et une ligne d'essai qui traverse le Perche, et dont il était question, aux dernières nouvelles, il était question de couvrir de panneaux solaires. Mais bref, tout cela quand même respire la désolation, alors qu'il s'agissait d'une des aventures technologiques les plus prometteuses des années 70. Alors pourquoi un tel fiasco ? Une des raisons, assurément, c'est pour ça que je me parlais après avoir parlé de l'affaire de l'iceberg, c'est la question économique. C'est vrai que l'aérotrain était très consommateur d'énergie et que c'était une technologie conçue à une époque d'abondance énergétique où on ne se posait pas du tout la question de la consommation énergétique. Et le choc pétrolier de 1973 va défavoriser, réduire la position de l'aérotrain. Mais plus généralement, et c'est ça qui m'intéresse, il faut aussi voir l'échec de l'aérotrain, le fiasco de l'aérotrain, comme une raison très politique et qui a à voir avec l'utilisation que l'on envisage d'une technologie. Une technologie en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise, elle sert différents intérêts, différents projets, différentes ambitions. Et en ce qui concerne l'aérotrain, il était conçu, du fait de ses vitesses d'accélération, de la manière dont il était construit, pour organiser la France de cette manière-là. C'est-à-dire, le réseau qu'envisageaient les promoteurs de l'aérotrain, c'était un réseau. D'une part, c'était pas un réseau. D'ailleurs, c'était pas un réseau au sens de réseau. C'était simplement pas un réseau. C'est une superposition de lignes unissant les centres économiques importants. Donc, dans les années 70, c'est le bassin houiller du Nord, c'est la sidérurgie de Lorraine, c'est le couloir de la chimie de la vallée du Rhin,
c'est Lyon-Grenoble, c'est l'aéronautique entre Bordeaux et Toulouse, Rennes-Brest, à l'époque, c'est les années 60, le grand développement économique de la Bretagne, c'est Orly-Roissy. Bref, c'est une... Mais même, vous voyez, la ligne Paris-Lyon est considérée comme hypothétique. Il n'est pas évident de devoir réunir Paris à Lyon. Donc on a là un projet qui cible une clientèle économique, une clientèle d'affaires, clientèle qui a besoin d'aller d'un centre économique à l'autre très rapidement, ou d'un aéroport à l'autre à Paris. Donc le projet qui est derrière tout ça, c'est de faciliter la mobilité d'hommes d'affaires, d'ingénieurs, de commerciaux. C'est ça à ça que correspond l'aérotrain tel qu'il est pensé. Mais il faut toujours, lorsqu'on étudie le passé d'une technologie, la comparer à ce qui existait d'autre à une époque. Il n'y avait pas, c'est pour ça que quand on dit le progrès, ça suppose qu'il n'y a qu'un seul progrès possible. En fait, il y a toujours plusieurs progrès possibles, progrès au sens de complexification croissante des technologies. Et à l'époque où l'aérotrain bat ses records de vitesse, 1972, la SNCF, elle lance ce qui va être le TGV, qui sera inauguré en 1981. Et la SNCF a en tête cette carte de France qui est celle qui était pensée en 1972, et d'ailleurs dans laquelle on retrouve grosso modo le réseau actuel des TGV, qui n'a absolument rien à voir avec celui que l'on voyait là. Il s'agit d'un réseau, dans la meilleure tradition française, centré sur Paris, avec des grands axes de transport nord-sud, est-ouest, et donc un maillage d'une bonne partie du territoire national, et un moyen de transport, le TGV, qui embarque 2000 personnes par rame, là où l'aérotrain, qui est pensé comme une sorte de petit avion sans aile, n'en emporte au maximum qu'une petite centaine. Donc vous avez là un moyen de transport de masse, desservant l'ensemble du territoire, opposé à un moyen de transport, disons, de niche, et ne desservant que des zones économiques. Et c'est en vérité, c'est entre ces deux options que va se faire le choix de développer le TGV plutôt que l'aérotrain. Ce n'est pas que l'aérotrain était une mauvaise technologie, c'est que l'aérotrain était une technologie adaptée à une certaine vision du développement du territoire national, qui n'était pas la vision permise par le TGV. Et l'arbitrage s'est fait sur des critères politiques par le premier gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing en 1974, qui cesse du jour au lendemain les subventions de l'État à la société Bertin, qui construisait l'aérotrain, pour lancer le programme TGV, qui lui-même s'incluait dans le développement de la filière électronucléaire française, qui collait avec l'ensemble d'une politique économique. Également, on peut, à propos de raisons économiques qui peuvent expliquer l'échec d'une technologie, il est clair que l'histoire des beefsteaks de pétrole dont je parlais tout à l'heure s'explique largement par des raisons économiques. Donc ces protéines de pétrole tout à fait comestibles, je vous ai parlé du boulanger de Martigues, étaient également beaucoup utilisées pour l'alimentation animale. Plutôt que des tourteaux de soja, qui se développaient beaucoup à l'époque, des tourteaux de sorgho, on envisageait des tourteaux de protéines de pétrole. Bon, il est clair que l'échec de cette technologie est lié au quadruplement du prix du pétrole en 1978, puis au second choc pétrolier de 1979. On peine souvent à se représenter aujourd'hui l'insouciance énergétique qui était celle des années 60. Vous voyez là une couverture comme le pétrole sahérien arrive, comment le vendre, donc à une époque où l'Algérie est française, et on trouve l'inquiétude de la presse, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tout ce pétrole sahérien, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Voilà. Bon, évidemment, c'est pas exactement l'état d'esprit ni actuel, ni celui qui apparaît après 1973 et après la première crise pétrolière. Donc, l'argument économique, indiscutablement, joue un rôle dans l'échec de l'histoire des protéines de pétrole. Cela dit, je ne voudrais pas que l'on conclue de cette présentation que c'est l'économie qui explique tout. Voilà un argument que je trouve tout à fait intéressant. Le programme Apollo consiste à, comme on le sait,
vous voyez des hommes sur la Lune. Bon, les historiens divergent sur le coût exact du programme. Tout dépend comment on considère les sous-traitants, jusqu'à quel niveau de sous-traitants de la NASA on en inclut le chiffrage. Mais dans l'ensemble, comme vous pouvez le voir, c'est entre 222 et 744 milliards de dollars. Ce qui, des sommes qui défient tout bonnement l'entendement. Pour un retour scientifique faible et probablement guère supérieur à ce qu'aurait permis l'envoi de sondes télécommandées. Pour un retour technologique, là encore faible. Alors là, il y a débat entre spécialistes, mais grosso modo, c'est pas des retombées énormes. Donc, des sommes fabuleuses pour un projet technologique qui, peut-être d'ailleurs, aurait pu occuper une bonne place dans cette anthologie, puisque ces vaisseaux servant à aller sur la Lune n'ont guère eu de suite. Et pour des sommes considérables qui n'étaient pas un obstacle. Alors, c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas expliquer uniquement l'échec de l'aérotrain ou des protéines de pétrole pour des questions économiques, savoir le prix de l'énergie. Quand on veut, on peut, en quelque sorte. C'est ce que montre l'affaire du programme Apollo. Et si on le voulait, comme chacun sait, c'est parce que les États-Unis étaient engagés dans une compétition avec l'URSS, que l'URSS avait entamée largement favorite. Et il était tout à fait clair, là encore, si ça donne de la rétroprospective, la plupart des observateurs des années 60 étaient persuadés que les Soviétiques parviendraient, avant les Américains, à envoyer un homme sur la Lune, puisqu'ils maîtrisaient l'envoi des satellites de fusées jusqu'à la Lune. Donc cette compétition politique a ouvert des lignes budgétaires quasiment sans limitation. Revenons pour la troisième partie de ce que je voulais raconter, c'est revenir sur développer plus amplement cette question des raisons politiques qui font qu'une technologie peut disparaître ou échouer, j'ai vu des technologies qui disparaissaient pour des raisons technologiques, d'autres pour des raisons économiques, mais je voudrais insister sur les raisons politiques. Et on peut l'illustrer à partir d'une technologie dans le domaine de l'énergie, qui a été l'objet de vicissitudes les plus curieuses, qui est l'hydrogène. L'utilisation de l'hydrogène comme vecteur d'énergie, comme des voitures électriques, des voitures à hydrogène, et qui a absolument tout du serpent de mer. Donc vous voyez là, à 30 ans de décalage, deux revues de vulgarisation qui vous annoncent pour demain l'avenir avec l'avion, la voiture à hydrogène à 30 ans de décalage. Mais en vérité, vous pouvez remonter beaucoup plus loin, puisque les premiers véhicules à hydrogène datent de 1805. Oui, vous pouvez le voir là. Un véhicule qui progressait par une série de sauts, en fait, puisque l'hydrogène est très explosif. Donc il y avait une explosion qui dégageait de l'énergie, le véhicule avançait, sautait comme ça. Et donc ça fait bientôt 2 siècles que l'on sait faire avancer un véhicule à l'hydrogène. Donc l'allure des véhicules a changé selon les époques, ça c'était 1805, ça c'est les 70 avec la bonne vieille 4L avec moteur à hydrogène, et ça ce sont les prototypes actuels, mais la technologie est au point, et en même temps ce qui n'est pas au point dans cette technologie n'a pas changé depuis 2 siècles, c'est-à-dire c'est la question de la sécurité, l'hydrogène étant très inflammable, et la question du stockage de l'hydrogène, qui est difficile. Et la troisième question, c'est la question de la production de l'hydrogène à des coûts énergétiques comparables. Donc on connaît très bien, et depuis 2 siècles, ce qu'on pourrait appeler les goulets d'étranglement de l'utilisation de l'hydrogène comme vecteur d'énergie. Pour venir à bout de ces goulets d'étranglement, il faudra un effort de recherche conséquent, suivi, régulier, sur ces trois questions. Or, il est très frappant de voir à quel point cet effort de recherche n'existe pas. La recherche sur l'hydrogène n'existe que lorsque les cours du pétrole deviennent insupportables. C'est pour ça que 1974, on est juste après la première crise pétrolière. 2004, on est à l'époque où les prix du pétrole se remettent à remonter. Et il continue aujourd'hui. Et on peut voir un seul exemple, et en 3 ans, je compare l'effervescence des années 2005, où tous les hommes d'État, du chancelier allemand Gerhard Schröder au président américain George Bush, tenaient à se faire photographier en train d'utiliser un véhicule à hydrogène.
pour bien montrer que le soutien des subventions étatiques à ce type de recherche et l'avenir qui était censé représenter ce type de technologie. Et il suffit que le gouvernement change, 2009, et vous avez le secrétaire d'État américain à l'énergie qui, finalement, change complètement d'opinion, et on arrive à la conclusion que l'hydrogène n'est pas viable. L'hydrogène est-il viable, n'est-il pas viable? Le propos n'est pas d'en discuter. Ce que je voudrais surtout souligner, c'est que les problèmes technologiques posés par l'hydrogène sont bien connus et de longue date, et qu'il faudrait une continuité dans l'effort de recherche pour pouvoir les résoudre. À l'inverse, toujours dans le domaine de l'énergie, une technologie comme l'énergie thermique des mers, qui consiste à utiliser la différence de température en particulier dans les eaux tropicales, entre les eaux de surface très chaudes et les eaux de profondeur très froides. Et quand on a cette différence de température avec deux sources chaude, source froide, on peut faire tourner une turbine, qui est une technologie là aussi bien au point depuis les années 30, avec un certain Georges Claude qui était l'un des fondateurs de la société L'Air Liquide, un éminent ingénieur français qui fait des essais au large de Cuba avec d'un système prototype d'énergie thermique des mers, ensuite qui va faire fonctionner des bateaux frigorifiques que l'on peut voir en dessous, là au large du Brésil, toujours avec ce système d'énergie thermique des mers. Et là encore, on arrive à la conclusion que cette technologie est au point, avec des problèmes de corrosion des tubes à améliorer, mais que grosso modo ça marche et que les rendements énergétiques sont intéressants, mais avec une absence de suivi, de continuité de l'effort de recherche tel que ne sera jamais vraiment développé à une échelle industrielle. Alors ça ressort en ce moment, vous avez peut-être entendu parler des projets de l'île de la Réunion, des différents dom-toms de relancer l'énergie thermique des mers, mais avec du recul historique, c'est quelque chose qui sort dès que le prix du pétrole est, disons, au-dessus de $100. Il suffit que le pétrole rebaisse. Alors on peut dire qu'il ne rebaissera plus maintenant, ça peut être une possibilité, mais dès que les prix de l'énergie passent à certains niveaux, on s'agite un petit peu sur l'hydrogène, les énergies renouvelables, etc. Puis dès que le prix du pétrole rebaisse, ces recherches sont les premières sacrifiées. Pour conclure, je voudrais inciter à réfléchir à l'idée de progrès, dont je voulais montrer au début qu'on pouvait arrêter le progrès, mais en fait le mot était entre guillemets, parce que je trouve la notion est difficile à utiliser, à repenser l'histoire des technologies, un petit peu comme la manière dont on pense l'évolution du vivant, ou quand on pense aujourd'hui l'évolution du vivant. Voilà comme on voyait l'évolution du vivant au XIXe siècle, donc comme une sorte d'arbre dont le sommet était l'homme, donc il y avait un progrès, pour le coup, un progrès vers l'homme. Et ça, c'est une certaine vision de l'histoire des technologies, qui consiste à dire qu'il y a un progrès vers des technologies, et tout en haut, il y a l'homme ou les technologies actuelles qui sont les supposées les plus modernes, les plus efficaces, etc. Il me semble ce qu'on peut retenir de ce survol de technologies avortées ou ayant échoué, c'est que ça ressemble beaucoup plus, l'histoire des technologies, à la manière dont on représente aujourd'hui l'histoire du vivant, non pas comme ça, mais comme une série d'embranchements successifs où il n'y a pas de raison de dire que la tortue est plus évoluée que le cheval ou que la grenouille, c'est simplement une série d'embranchements successifs. Et l'histoire des technologies, c'est comme ça. Prenez la question du transport ferroviaire à grande vitesse. L'aérotrain n'est pas plus évolué que le TGV, pas plus complexe, ni plus porteur d'avenir. Il n'y a pas de progrès entre l'aérotrain et le TGV. Il y a deux progrès possibles. Il y a deux technologies possibles qui correspondent toutes deux à deux branches de l'histoire possible de l'histoire de la technologie. Avec cependant cet effet très curieux que dès qu'une branche est empruntée, il n'est plus possible de revenir en arrière. C'est-à-dire, une fois que, par exemple, un réseau d'infrastructures de rails pour un TGV est construit dans un pays, il ne va pas construire un second réseau d'infrastructures pour l'aérotrain. Donc vous avez une série de bifurcations comme ça, où dans l'histoire des technologies, on pourrait en dire de même de l'histoire des énergies, l'histoire du choix des énergies renouvelables, des différentes énergies renouvelables plutôt que du nucléaire, qui fait que je pense qu'il faut penser l'histoire des technologies comme une série. Il ne faut jamais dire qu'il y a un progrès, au sens qu'il y aurait une seule voie, mais il y a toujours, à tout moment, des différentes possibilités, différentes options,
ce qui ouvre également la possibilité de réfléchir à un contrôle démocratique, à un choix démocratique des sociétés sur les modes technologiques, les développements technologiques qu'elles souhaitent avoir. Voilà l'idée que je voulais proposer en conclusion, avec tout de même une dernière image, puisque bon, là, expliqué en introduction que les technologies présentées dans ce livre s'arrêtent aux années 80, mais évidemment, après avoir fait autant de rétroprospectives, on a très envie de faire un petit peu de prospective. On dit alors maintenant, quelles sont ces technologies qui aujourd'hui paraissent si prometteuses et qui peut-être vont s'avérer tellement sans avenir. Je ne m'hasarderai pas à de tels pronostics. Je voulais juste signaler, parce que c'est assez amusant aussi dans l'histoire des technologies, comme ça, il y a quand même des serpents de mer qui reviennent régulièrement, mais peu après, enfin 2 ans après avoir fini ce livre, j'ai eu la grande surprise de voir que l'histoire de le remorquage des icebergs ressortait. J'ai reçu cette invitation, une conférence de presse organisée par la société Dassault Systèmes, et qui a entrepris de ressortir, il y a un film sur Thalassa d'ailleurs, que vous avez peut-être vu, et les ingénieurs de la firme Dassault Systèmes, donc l'avionneur militaire, se targuent d'avoir mis au point de nouveaux revêtements thermiques qui permettraient d'empacter les icebergs et éviter donc qu'ils ne fondent et soient réduits à l'état de glaçons en arrivant dans les zones arides qu'ils sont censés irriguer. Donc je trouvais tout à fait curieux que cette histoire que l'on pensait enterrée ou condamnée ressorte aujourd'hui. Et j'ai également reçu, quelques jours après avoir fini ce livre, cette image tout à fait étonnante qui est issue de la revue de la direction des constructions navales, DCN, qui a mis au point un prototype de réacteur nucléaire sous-marin qui s'appelle FlexBlue et qui a vocation à être une sorte de centrale énergétique nucléaire sous-marine par 50 mètres de fond. L'avantage étant donc une certaine protection des radiations, l'inconvénient étant la difficulté d'intervenir sur un tel engin immergé, mais il me semble que si je devais réécrire dans 30 ans une nouvelle édition de ce livre, cette centrale nucléaire sous-marine me paraîtrait un très bon candidat pour une nouvelle technologie avortée et oubliée telle que celle que je vous ai présentée ce soir. Mais le plaisir étant maintenant d'en discuter avec vous. Vous savez, j'ai remarqué, vous vivez à Montpellier, vous m'avez dit tout à l'heure, ça y est, vous avez l'accent. Hein. Vous vous en rendez pas compte, hein, mais il y a un petit accent. Voilà, très belle conférence. Et là, ce n'est qu'une partie des exemples sur lesquels que vous racontez dans ce livre. Et j'en parlais tout à l'heure avec Michel Cabaret, le directeur de l'Espace des Sciences. Moi, je me rappelle dans le temps avoir fait un reportage un jour à Ifremer sur les nodules polymétalliques dont vous parlez là-dedans aussi, et on y croyait très très fort. Ça revient un petit peu, ça aussi, vous me disiez tout à l'heure, non ? Oui. On en reparle ? Les nodules polymétalliques sont des concrétions très très riches en différents métaux rares, en particulier du manganèse, du cuivre, et qui sont sur certains fonds marins, mais par dans des très grandes profondeurs. 4 à 5 000 mètres de fond. Et donc, comment exploiter tout ça, avec quelle technologie ? Ça a été une très grande effervescence dans les années 70. Puis c'est retombé. Là aussi, c'est un bel exemple de corrélation de l'effort technologique au cours des métaux. Et maintenant que le cours des métaux s'envole à nouveau, on voit réapparaître cette idée d'exploiter les nodules polymétalliques, mais c'est aussi un bel exemple de manque de continuité dans l'effort. C'est des travaux qui ont été très avancés dans les années 70, qui ont complètement disparu, puis qui ressortent à présent. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez des questions à poser à Nicolas Chevassier-Louis. Vous n'hésitez pas, vous me faites signe et on vous donne le micro. Oui, voilà, ça vient. Donc il y aura monsieur... Où est Juliette ? Elle n'est pas là ?
Bonsoir. J'ai perdu Juliette. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur des sujets dont il est difficile de trouver des informations sérieuses comme la fission froide ou pour le XXe siècle, la fission froide ou les systèmes Vril, le système du physicien Nikola Tesla, dont on trouve peu de sources maintenant dans les livres de physique, alors qu'il a été un grand nom à son époque, ou pour l'Antiquité, des technologies dont les archéologues ont encore du mal à expliquer comment ça a pu être fait en fait, comme les mégalithes, les pyramides. Et souvent, il y a beaucoup de délire et d'informations pas très sérieuses qui circulent dessus. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Non. Non, j'en suis absolument navré. C'est très intéressant, mais je n'ai vraiment aucun élément là-dessus. Sur les mégalithes en particulier, enfin, les technologies de l'Antiquité, j'ai absolument aucune idée originale. Sur l'histoire de la fusion froide, ça c'est extrêmement intéressant. C'est l'idée qu'on peut arriver à une fusion nucléaire, c'est-à-dire celle de ce qui existe dans les étoiles, mais à température. Donc on sait utiliser la fusion nucléaire, c'est le principe des bombes thermonucléaires, on sait la déclencher, on cherche à la maîtriser pour dégager de l'énergie à des températures raisonnables, telles que, une température chaude, avec le projet ITER. Et un groupe américain a annoncé en 89, si je me souviens bien, être parvenu à déclencher une fusion thermonucléaire à des températures raisonnables, quelques centaines de degrés. Ça n'a jamais été reproduit depuis, et reste extrêmement douteux. Disons. C'est une expérience qui n'a jamais été reproduite. Alors, y a-t-il eu fraude? Y a-t-il eu certains paramètres de l'expérience qui n'étaient pas maîtrisés? Enfin, on n'en sait rien, mais c'est pas... Vous en parlez quand même dans votre livre aussi de cela. Voilà. Une autre question, monsieur? Bonsoir. Bonsoir. Pour reprendre votre comparaison des évolutions des espèces, je comprends tout à fait qu'effectivement, il puisse y avoir des progrès qui aboutissent et qui finalement effacent d'autres progrès concomitants. Est-ce qu'à l'inverse, vous avez trouvé des contre-exemples de progrès simultanés dans un même environnement, dans un même écosystème par exemple, aboutissant à une même exploitation d'un espace ou d'une technologie, selon deux méthodes, deux manières différentes? Non, justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que on est quand même dans des grosses technologies lourdes, avec beaucoup d'infrastructures, beaucoup de capitaux derrière, qui font que si on ne développe plus, on ne développe pas l'autre. C'est soit l'aérotrain, soit le TGV. C'est soit le nucléaire, soit les renouvelables, pour le dire vite. Mais c'est rarement... je ne connais pas d'exemple. Ou alors si, mais dans des pays différents. Vous voyez, par exemple, l'aérotrain était la spécialité française, mais à l'époque, le Japon et l'Allemagne étaient sur des trains à suspension magnétique, donc non pas sur coussin d'air, mais suspension magnétique. Et donc, mais l'Allemagne ou le Japon se sont lancés et ont poursuivi cette filière du train pour une même problématique qui était le ferroviaire à grande vitesse. Ils sont partis entièrement sur l'option magnétique, suspension magnétique. Mais au sein d'un pays, ou d'un ensemble politique donné, je ne connais guère d'exemple où il y ait, comme pour vous filer la métaphore écologique, plusieurs espèces dans une même niche. C'est plutôt une espèce invasive qui tend à employer toute la niche. Oui, vous parliez des réseaux de trains là, qui ne peuvent pas se chevaucher, en fait. On ne peut pas avoir de réseau sur un même territoire. Et comment se fait-il qu'on a un tel gâchis dans le téléphone, qu'on a autant de réseaux qui font la même chose dans le téléphone mobile? Pourquoi ils ne se partagent pas l'espace et qu'on dépense autant d'argent pour avoir autant de réseaux téléphonie mobile? Est-ce que c'est de votre domaine de me répondre? C'est pas exactement de mon domaine, mais en fait, ils se partagent les réseaux. L'infrastructure satellitaire, c'est la même. Ils ont des temps. Après, il y a les relais au sol. Ils ont chacun leurs petites antennes, mais c'est pas grand-chose. L'essentiel, c'est quand même l'armada de satellites qui est en haut. Et là, ils se les partagent, les satellites. Donc, de fait, c'est la même infrastructure qui sert à tout le monde. D'accord, pour les pilotes, oui. Pour les pilotes, en effet. Oui, là, il n'y a pas... Oui, là, il y a concurrence, ça, c'est vrai. Oui, monsieur. Bonsoir. Vous avez parlé de l'aérotrain et des transports à grande vitesse. Mais est-ce que vous savez pourquoi, justement, sur la lévitation électromagnétique, si un jour ça pourrait se développer en France, justement? Non, là encore, je pense pas, parce que c'est un peu ce qu'on disait avec monsieur aussi.
si un pays se lance dans une technologie, il ne peut pas se lancer dans plusieurs technologies à la fois. La France a fait le choix du TGV. Elle n'a jamais fait le choix aussi pour les questions d'infrastructure. Il faudrait refaire des infrastructures en suspension magnétique. Ça paraît trop énorme d'avoir à refaire tout un réseau national. Et donc je ne pense pas que la France se lance. D'ailleurs, mais en plus, la suspension magnétique, elle est tout aussi énergivore que n'était l'aérotrain. C'est pour ça que les Allemands y ont renoncé. Il n'y a plus que les Japonais qui font de la suspension magnétique aujourd'hui. Ça pourrait pas se rajouter au transport qu'on a aujourd'hui? Mais non, parce qu'il faut refaire des rails. Oui. Il faut refaire toute une infrastructure, tout un réseau avec ce système de. Mais on peut la faire au-dessus les autres. On pourrait la faire par-dessus. Okay, merci beaucoup. Une autre question? Vous dites à un moment dans le livre, pour qui croit au pouvoir de la technique, l'immuabilité des cartes géographiques a quelque chose de révoltant. Etc., etc. On sait canaliser les cours d'eau, etc. Et c'est vrai que on a pensé aussi, vous donniez l'exemple du canal de Panama tout à l'heure, mais inverser le cours cours des fleuves, faire baisser le niveau de la mer et tout ça. Vous ne croyez pas qu'on est un petit peu prétentieux quand même, nous les hommes? Il y a quelque chose d'exaltant en même temps. C'est ce que disait Descartes, se rendre maître et possesseur de la nature. Voilà. Se rendre maître et possesseur de la nature, y a-t-il une limite à cela? Pourquoi pas déplacer le cours des fleuves? Pourquoi ne pas aplanir les montagnes? Maîtriser les saisons. Maîtriser les saisons. J'en ai pas parlé ce soir. Ça, c'est typiquement une technologie de serpent de mer qui rejaillit régulièrement. Alors c'est soit maîtriser les saisons, soit surtout maîtriser la météorologie, l'histoire de faire pleuvoir. Comment faire pleuvoir à volonté. Ça dure depuis le début du XXe siècle, cette histoire de faire pleuvoir. On a peut-être un petit peu entendu parler au moment des Jeux Olympiques de Pékin, où les Chinois se targuaient grâce à un organisme administratif chinois qui a un nom impayable, qui est le Bureau de maîtrise de la météorologie. Donc, le bureau qui s'occupe avec une armada de fusées tout autour de Pékin de cibler les nuages pour déclencher la pluie avant qu'elle ne tombe sur les cérémonies des Jeux Olympiques. C'est du moins ce qu'allèguent les responsables du bureau officiel de la météorologie. Tous les tests faits par un comparatif de ces différentes méthodes, j'en passe, il y en a des dizaines de méthodes de contrôle des pluies locales qui ont été faites, on arrive à la conclusion que l'on n'en sait rien. On ne peut pas savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Peut-être que ça marche, peut-être que ça ne marche pas. Et pourquoi on n'en sait rien? Parce qu'il n'y a pas de nuages qui se ressemblent. Et parce qu'on ne comprend pas bien physiquement ce qui se passe dans un nuage. Et donc, pour pouvoir arriver à une réponse claire, est-ce que oui ou non, cette technologie consistant à tirer une fusée avec des sels d'argent, des iodures d'argent, peu importe, qu'une technologie marche, il faudrait pouvoir prendre deux nuages identiques, tirer la fusée dans l'un et pas dans l'autre, une fusée placebo en quelque sorte, comme on fait en médecine, et puis voir si ça fait pleuvoir ou non, puis reproduire ça 10 fois, 20 fois, faire des statistiques. Mais pour faire ça, il faudrait avoir deux nuages exactement identiques. Or, ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu deux nuages exactement identiques, donc on ne peut pas savoir si ça marche oui ou non. Donc là, du coup, il faut être dans le domaine de la conviction, de la croyance, il faut y croire. Mais... Vous montrez d'ailleurs aussi là une photo de canon grélifuge. Oui, canon grélifuge. Voilà, c'était une grande au début du siècle, début du XXe siècle, dans les zones viticoles qui craignaient beaucoup la grêle, avaient mis au point d'énormes tromblons qui empêchaient la grêle de tomber sur les récoltes. Là aussi, c'est des choses, on ne peut pas savoir si ça marche ou si ça ne marche pas, c'est aussi simple que ça. Le monsieur dont vous nous avez parlé tout à l'heure à propos je crois que c'était l'énergie thermique, c'est ça, Georges Claude. Georges Claude. Il a très mal fini, ce pauvre monsieur. Il a assez mal fini. D'ailleurs, il a voulu en finir une première fois dans des circonstances qui valent la peine d'être rappelées. Georges Claude était donc un inventeur extrêmement respecté, très, très connu. Il avait effectivement une créativité d'ingénieur tout à fait hors du commun. Donc, le procédé de liquéfaction des gaz qui va donner lieu à la société l'air liquide, mais c'est également la maîtrise des gaz rares, les tubes au néon, ça c'est lui. On appelait ça les lampes Claude à une époque. Enfin, c'est un ingénieur absolument incroyable et qui politiquement était d'extrême droite et grand
il faisait partie de ces gens pour qui la défaite de la France et le régime du maréchal Pétain était une divine surprise. Et il va consacrer toute de 1940 dès 1940 à parcourir la France pour vanter l'Europe nouvelle, la politique de collaboration et avec l'Allemagne, y investissant une bonne part de sa fortune personnelle, d'ailleurs, dans une tournée de conférences à non plus finir. Et, en fin 42, donc après l'invasion de la zone sud, alors que cette politique de collaboration tourne mal, du moins de son point de vue, dans les circonstances où je me trouve actuellement, à l'issue d'une conférence à Bordeaux, il lève son verre et il déclame « Je vais me suicider et j'offre ce suicide au Führer ». Et il avale un grand verre de strychnine et il meurt sur le champ. Alors il ne meurt pas, on le ranime, on le réveille et un peu après. Et voilà, donc c'est pour dire un personnage tout de même assez instable et qui sauvera sa tête de grande justesse à la Libération, puisqu'il sera jugé par les commissions d'épuration et condamné à 5 ans de prison, je ne sais plus, ou 50, une peine de prison, mais il sauve de justesse sa tête, alors que ça a été un des plus grands collaborateurs dans le monde scientifique. Alors, il y a encore une question là-bas. Voilà, allez-y, bonsoir. Bonsoir. Vous ne nous avez pas parlé de l'importance de la volonté politique. Je m'explique. Dans les revues de mon enfance, il n'était pas du tout prévu que nous allions sur la Lune si tôt. Il était prévu dans les années 2000, alors que nous sommes allés 40 ans plus tôt. Et dans les revues de mon enfance, il y avait quelque chose qui me captivait, moi, c'est que je savais que mes petits-enfants, ils iraient à l'école avec des petits propulseurs nucléaires. Et ça s'est pas réalisé. Et pourquoi nous sommes allés sur la Lune plus tôt ? Eh ben, c'est parce qu'il y a eu la guerre froide entre l'URSS et puis les États-Unis. Est-ce que dans d'autres domaines de la science, comme ça, il y a eu des avancées ou des retards pour des raisons politiques ? En fait, ça, je suis persuadé que la guerre froide a été un des plus grands facteurs de progrès technologique de la seconde moitié du XXe siècle. Ça, il n'y a absolument aucun doute. Les téléphones portables, dont on parlait tout à l'heure, pourquoi les téléphones portables ? Parce qu'il y a un réseau de communication satellitaire, et d'où sort le réseau de communication satellitaire ? Des impératifs militaires de la guerre froide. L'Internet, c'est un protocole de communication, même après une éventuelle guerre nucléaire, ça sort de là. Même quelque chose de tout à fait... il y avait des conséquences décalées, le fait de pouvoir faire de la climatologie, d'avoir une idée globale du climat terrestre. Ça suppose des stations de mesure à travers les océans, de mesure des flux marins, etc., qui ont été développées principalement par les marines de guerre soviétiques et américaines. Donc ça, oui, il y a d'innombrables exemples de retombées de la guerre froide sur le développement technologique. Innombrables. Oui, Sarah, pardon. Oui, bonsoir. J'aurais voulu savoir s'il est de votre domaine de nous parler de la mémoire de l'eau. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Oui, je vois bien, oui. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire, nous faire un rappel Pour moi, la mémoire de l'eau, c'est un peu comme la fusion froide. La mémoire de l'eau, pour rappel, c'est un éminent immunologiste français, benveniste, qui annonce dans les années 80 qu'une substance diluée dans l'eau a des dilutions telles qu'il n'y a statistiquement plus une seule molécule de la substance dans l'eau, fait néanmoins que l'eau garde des propriétés thérapeutiques, biologiques. C'était sur un test d'immunologie, peu importe. L'eau, en quelque sorte, gardait la mémoire des substances avec lesquelles elle avait été en contact. Proposition de nature complètement révolutionnaire. En général, si une substance a une efficacité, c'est parce qu'elle est présente, c'est pas parce qu'elle a été présente, c'est parce qu'elle est présente. Proposition révolutionnaire qu'aucun laboratoire n'a réussi à reproduire. Benveniste a été au cœur d'une controverse qui a duré des années, qui lui a valu une bonne partie de sa santé mentale. Et l'équilibre, il était attaqué de toutes parts. Mais personne, c'est comme exactement comme la fusion froide. Personne n'a jamais reproduit ça. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Indécidable. Moi, je ne m'autoriserais pas à dire que c'est de la blague, c'est des choses, on ne sait pas. Je ne sais pas. Je ne crois pas trop aux thèses économiques. Oui, alors... Je reviens, merci pour la conférence. Je reviens juste d'un mot sur la lévitation magnétique des trains et sur le TGV, puisque vous en avez fait
Vous en avez fait grand cas, pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le vieux TGV Orange, quand il marchait à 300 km/h, il y avait déjà 90% de l'énergie qui était dépensée pour lutter contre les frottements aérodynamiques, en traînée aérodynamique. Donc on peut dire qu'il y avait moins de 10% d'énergie perdue dans le roulement. Alors si on veut faire de la lévitation magnétique, on ne peut gagner que sur ces 10%. Et comme en plus ça coûte énormément d'énergie, comme vous le disiez, de faire de la lévitation magnétique, et qu'il faut des rails très compliqués, donc le système est complètement caduque dès lors qu'on est arrivé à augmenter la vitesse d'un train qui roule. Ce qu'a prouvé le TGV, puisque maintenant on est rendu à combien? Bon, disons 300, 400 quoi. Alors on pouvait espérer qu'avec l'aérotrain, qui était aussi énergétivore, parce qu'il fallait créer le coussin, on pouvait espérer qu'avec le voile central, puisque c'était un rail en T, l'aérotrain, on pouvait espérer monter à des vitesses folles, effectivement, sans dérailler, parce qu'on a toujours peur de dérailler quand on est en train. Mais dès le moment où les trains ne déraillent plus, pourvu que ça dure, ça ne sert plus à rien, et de faire l'aérotrain et de faire de la lévitation magnétique. Tout à fait. Je ne sais pas pourquoi les Japonais continuent, si ce n'est qu'eux, ils ont les rails qui secouent de temps en temps pas mal. Oui, non, mais je vous remercie de ces précisions. Oui, alors une autre question. Bonsoir. Vous nous avez donné des raisons politiques ou économiques qui conduisent donc à l'abandon de telle ou telle technologie. Est-ce qu'il n'y aurait pas des cas où ça rentre peut-être dans les raisons économiques, mais où ce seraient des pressions qui auraient conduit peut-être à une forme de censure ou d'abandon peut-être temporaire de technologies pour protéger des intérêts privés ou nationaux? Je ne sais pas, je pense peut-être à l'inventeur du moteur diesel ou des choses comme ça, qui a eu des soucis au début, avant que son moteur soit reconnu. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Je connais mal l'histoire du moteur diesel. Je peux pas l'illustrer. Je connais vaguement, mais je peux pas l'argumenter. Oui, je peux pas argumenter dessus. Si, c'est certain, c'est une forme de raison politique, au fond, et l'histoire de l'aérotrain en est un exemple également. L'histoire de l'aérotrain en est un exemple, puisque vous aviez d'un côté l'aérotrain qui était porté par une société privée, donc à capitaux privés, porté par un ingénieur qui venait de l'aéronautique, donc qui n'avait pas la culture ferroviaire. De l'autre, vous aviez une administration d'État, la SNCF, appuyée sur une tradition très ancienne d'entreprise publique. Il est clair pour tous les acteurs de cette histoire que la SNCF ne s'est pas privée de tout faire pour empêcher l'émergence d'un concurrent qui était l'aérotrain. Donc c'est une forme, si l'on veut, de pression. C'est pour ça que quand je montrais une photo du TGV, l'inauguration du TGV Orange, j'aimais bien la montrer entourée des gardes républicains dans leur plus grand costume d'apparat. C'est que derrière le TGV, il y avait quand même toute la puissance de l'État et de ses administrations, alors que l'aérotrain était une initiative privée. Donc en ce sens, oui, ça illustre ce que je pense que vous proposiez. Alors, madame qui demandait la parole depuis un petit moment, on vous donne le micro. Alors, je ne sais pas si c'est dans le sujet, mais par rapport aux nouvelles technologies, par exemple, les produits chimiques utilisés pour l'agriculture, est-ce que c'est dans le sujet ou pas? Et les conséquences donc, du rêve à la réalité. Donc, le rêve, ça assainit les terrains, mais la réalité, c'est que ça détruit les insectes. Et c'est quand même nocif après pour nous lorsqu'on mange les aliments. Donc voilà, ma question c'est... Mais là, c'est pas trop en train de déraper, c'est en train même d'être... Oui. Je parle par rapport aux OGM, par exemple. Et on le voit... Je vois ce que je voulais dire, mais c'est pas d'une... je ne connais guère d'exemples. Si, il y a quelques herbicides qui ont été retirés du marché, oui. D'accord, donc on peut prendre pour des technologies abandonnées, mais dans l'ensemble, elles ont été développées, oui, elles sont commercialisées, elles sont sur le marché, et en ce sens, je peux travailler dessus, puisque ce qui m'intéressait, c'est justement des technologies qui avaient été retirées. Voilà.
Alors, on va en prendre encore une ou deux questions. Ah, monsieur a déjà posé une question. Alors, on donne d'abord la parole à monsieur, hein, on revient à vous après. Oui, la mer d'Aral, vous connaissez? C'est deux fois la superficie de la Bretagne. Peut-être que la technologie n'a pas détourné les fleuves, mais elle a asséché les mers, comme la mer d'Aral, qui a servi de plantation au coton du Kazakhstan, je crois. Et le lac Tchad, c'est pareil. La mer Noire, c'est pas la mer Morte et le lac Tchad sont en voie d'assèchement aussi. Oui, tout à fait. L'Union soviétique des années 50 avait une solution. Donc, la mer d'Aral, à l'époque, n'était pas encore asséchée, mais enfin, l'Asie centrale a toujours été une région très sèche. Et l'Union soviétique avait un grand projet qui était de détourner les fleuves de Sibérie, qui ont tous le mauvais goût de couler du sud vers le nord. Ils vont tous se jeter dans l'océan Arctique. Et les planificateurs soviétiques s'étaient dit, mais ça serait quand même drôlement bien si on pouvait les faire couler dans l'autre sens, et donc aller vers le Kazakhstan, vers la mer d'Aral. Et donc il y a tout des plans, le plan Varilov, l'Ouzbékistan, l'Asie centrale, on va dire. Et donc il y avait ce projet d'inverser le cours des fleuves. Là encore, on retrouvait l'explosion atomique constructive dont je parlais tout à l'heure, qui avait cette vocation à irriguer l'Asie centrale soviétique. Voilà. Sur un sujet un peu plus biologique, mais on va dire que j'avais entendu parler d'une découverte qui a été faite, je crois que c'était par des chercheurs toulousains, sur des cellules, je crois que c'était cette année d'ailleurs, sur des cellules âgées et qu'ils auraient prétendu pouvoir rendre jeunes et qui auraient pu justement guérir des maladies à ce moment-là. Attendez, j'ai pas bien compris, ça m'intéresse pourtant. En fait, des chercheurs qui en fait auraient prétendu pouvoir prélever des cellules chez un individu âgé et les réimplanter à l'état jeune. Enfin, j'avais entendu parler de ça. Je crois que c'était justement des chercheurs toulousains. Oui, je vois à quoi vous faites allusion. Et, vous pourriez nous en parler non, brièvement? Pas spécialement, non. Enfin, j'imagine que ça va être des histoires de télomérase, non, les bouts de chromosomes qui raccourcissent, qui marquent Enfin, c'est un peu technique. J'ai rien de particulièrement éclairant à vous en dire. Désolé. C'est bien de savoir dire aussi qu'on ne peut pas parler de tout et surtout. Alors, monsieur, bonsoir. Bonsoir, je voulais savoir si la centrale solaire, enfin le miroir solaire de Mont-Louis est toujours en fonction. Oui, il y a toujours un laboratoire du CNRS à Odeillo qui travaille sur ces questions de solaire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce site, c'est dans les Pyrénées-Orientales. C'est un gigantesque miroir parabolique qui concentre les rayons et qui avait l'idée non pas de faire de l'énergie, mais de faire un four, en fait, un four thermique pour arriver localement à des températures extrêmement élevées pour des travaux de métallurgie ou de plasturgie. Et il y a toujours un laboratoire de CNRS qui travaille sur ces questions. Voilà, encore une question ? Oui, c'est pour savoir si quand les sciences évoluent, les paradigmes scientifiques évoluent, même si on arrive à d'autres choses. Je pense par exemple si on développe les énergies renouvelables, qu'on abandonne le nucléaire, ou qu'on va dans une décroissance assez profonde. De toute façon, par rapport aux technologies qui ont été créées au XXe siècle, on sera toujours condamné à les gérer et donc à garder ce savoir scientifique pour les gérer. Je pense au nucléaire, comme on en a pour des siècles, voire des milliers d'années à les gérer finalement pour qu'elle soit le moins dangereuse pour nous. Du coup, comment on peut penser en fait cette gestion comme ça, cette transmission du coup scientifique, même quand les paradigmes évoluent? Question suivante. C'est pas facile. Non, c'est très intéressant parce que vous soulignez la grande inertie des systèmes techniques. C'est sûr, il y a une inertie. On ne peut pas changer du jour au lendemain de système technique. Ça marche sur des décennies. Ça marche sur des décennies avec des effets d'impossibilité souvent de revenir en arrière. Comment faire pour gérer ça plus intelligemment? J'ai pas de piste particulière à vous fournir. Voilà, moi je vous renvoie au livre Un iceberg dans mon whisky. On apprend vraiment beaucoup de choses quand la technologie dérape. Le livre de Nicolas Chevassus-Louis, que je remercie vraiment pour cette excellente conférence très éclairante.
Voilà, merci à toute notre équipe technique. Je vais vous conduire, Nicolas, derrière la table du libraire. Si vous avez encore quelques questions à lui poser, je pense qu'il y répondra. N'hésitez pas. En tout cas, merci à vous pour votre attention. Et à la semaine prochaine, voilà, les progrès de l'imagerie du cerveau. Je crois qu'il y a déjà beaucoup de réservations. Alors, vous le savez, hein, le système de réservation a changé depuis le mois de janvier. Nous faisons des expériences en ce moment, jusqu'à la fin du mois de mars, je pense. Nous ne mettons que 150 places en réservation volontairement, mais il y a donc 300 places qui sont distribuées le soir même, parce qu'on avait trop de défections. Il y avait des gens qui réservaient pour un mois et on avait trop de défections. Donc on essaye ce système. Donc n'hésitez pas à venir, il y a quand même 300 places à distribuer le soir même. Je pense que c'est peut-être mieux, plutôt que de vous dire c'est complet et nous d'avoir la surprise de voir des places libres le soir de la conférence. Voilà, bonsoir à tous, merci beaucoup et à tout à l'heure là-haut peut-être.